Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour ce premier épisode des previews Dunk Hebdo de la saison 2022-2023. On se retrouve donc pour des previews en 5 épisodes, 6 équipes par épisode. On va remonter la ligue des cancres jusqu'aux équipes qui visent le titre. Pour ce faire, on va utiliser une petite méthodologie que je vais vous expliquer dans quelques secondes. Mais avant ça, je dois présenter ceux qui sont avec moi aujourd'hui. Et d'abord, je commence par nos rookies. On va parler de son équipe aujourd'hui. C'est Oklahoma City et c'est Constant. Comment ça va, Constant? Ça va, bonjour à tous. Très heureux d'être là dans cette partie qui cancre. Je suis très déçu que mon idée de foutre les Lakers dans la partie cancre n'ait pas été acceptée. Mais bon, c'est pas grave, on fera avec, on se contentera de parler d'OKC. Malgré le lobby, Constant n'a pas réussi à obtenir cette faveur-là. On parlera de son équipe aujourd'hui aussi. C'est Ilias. Comment ça va, Ilias? Écoute, ça va plutôt pas mal et très content de traiter avec vous des élèves du fond de la classe à côté du radiateur. Et puis Tom, alors on ne parlera pas de ton équipe maintenant, pas non plus dans l'épisode 2 où tu seras avec Gabin, Amine et moi-même. Alors comment ça va du coup, Tom? Est-ce que on est heureux quand on n'est pas dans ces épisodes-là? Oui, clairement, on est heureux, mais vaut mieux ne pas être dans ces épisodes-là et être dans des épisodes beaucoup plus hauts qu'être dans l'épisode qu'on a fait tout à l'heure. Effectivement. Ne grillons pas le fait qu'on ait fait le 2 avant le 1. Alors, on va continuer maintenant avec la méthodologie. Comment on va fonctionner durant ces previews? On va partir sur les projections de victoire de Kevin Pelton, qui est donc un journaliste à ESPN, qui tous les ans, avec un calcul, en tout cas des formules mathématiques, fait des projections. Donc, ce sont pas des projections type Vegas, mais vraiment des projections mathématiques. Il a donné donc à une moyenne de victoires pour chaque franchise NBA suite à des simulations. Et nous, on va partir de la moyenne la plus basse jusqu'à la moyenne la plus haute. À chaque fois, on discutera avec une question fil rouge de l'équipe en question, mais aussi de la moyenne. Est-ce qu'on la trouve un peu haute ou un peu basse? Voilà. Sachant qu'on a beaucoup d'équipes à traiter et beaucoup d'épisodes, un épisode tous les 2 jours à partir de celui-ci. Vous comprendrez qu'on va pas faire des podcasts de 2 heures comme avec le DH20, mais on sera en dessous de l'heure pour les 5 prochains épisodes. J'ai beaucoup parlé, donc n'hésitez pas à nous suivre si vous nous découvrez sur les plateformes d'écoute, sur YouTube également et aussi sur Twitter. On marque une petite pause et on démarre. Désolé Elias, par les Pistons. Les Pistons, ce sont donc les cancres annoncés par les projections de Kevin Pelton. Ils sont à 25,7 victoires. La saison dernière, les Pistons, c'était 23 victoires pour 59 défaites, 28e attaque, 23e défense. Comme c'est ton équipe, Ilias, je te donne la parole en premier. La question directrice, qui vient de toi d'ailleurs, par rapport à ces Pistons, les vétérans tels que Noel, Burks et Bogdanovic ne sont-ils pas en transit avant d'être rendus disponibles d'ici la deadline? Pourquoi tu crois que ces vétérans-là, ils vont pas faire long feu du côté de Détroit? Alors, c'est pas quelque chose d'affirmatif. Là, pour moi, je suis encore dans le questionnement les concernant. Je pense que ça va dépendre aussi de la manière dont cette saison va se dérouler, parce que finalement, ce qu'il y a d'intéressant dans l'ajout de ces joueurs, c'est que ils ont des profils qui viennent plutôt bien fitter avec, on va dire, les jeunes qui sont en place, notamment Cade qui avait besoin, par exemple, de menaces de lob, ce qu'il a pu trouver dans la draft de Duren ou dans l'ajout d'un joueur comme Noël qui est quand même un petit peu plus vertical que notre pivot titulaire Isaiah Stewart qui est en train de se découvrir des joies dans le spacing, qui prend des tirs à 3 points dans cette pré-saison. On verra ce que ça donnera sur la longueur. Et après, il y a des joueurs comme Burks et Bogdanovic qui tutoient les 38 à 40% de moyenne à 3 points. Donc c'est des joueurs qui viennent, on va dire, parfaitement compléter le matériel en place. Maintenant, moi, j'essaye de me projeter un petit peu et finalement, la question qu'on est en train de poser pour Détroit, elle est peut-être valable en fait pour toutes les équipes qu'on va traiter, parce que il est impossible de ne pas penser que les équipes en question ne soient pas impactées par ce qui maintenant fait les choux gras de la presse depuis maintenant 3 ou 4 jours, avec évidemment l'avènement de Victor Wembanyama. Donc à voir un petit peu comment les Pistons vont se positionner, mais je ne pense pas qu'ils aient
suffisamment de défauts et qu'il n'ait pas forcément les joueurs pour ne pas gagner plus que ce qu'ils n'ont projeté. Donc on verra un petit peu comment va s'articuler cette saison. Pour l'instant, ça reste encore pour moi un questionnement. Tom, ces vétérans-là, est-ce que tu les vois rester à Détroit? Je suis assez d'accord, on va y revenir sur la projection avec Constant plus tard. J'ai du mal à voir Détroit pire bilan NBA avec certaines des équipes dont on va parler aujourd'hui. Mais du coup, Tom, est-ce que tu les vois rester longtemps, ces vétérans-là? Je pense plus que Détroit sera une équipe qui sera dans l'acquisition. Il y a 3 choses concernant Détroit. La première chose, c'est que c'est une équipe qui a un coach un peu planché et qui est en fin de contrat. Donc lui, il joue sa tête. Donc par rapport à la notion de bilan et la façon dont il va faire jouer ses line-up, ok, je pense qu'il y aura une emphase sur certains jeunes, en tout cas les jeunes principaux du projet. Mais je pense qu'il va vite garder des vétérans en seconde unité et pas faire beaucoup de tests pour s'assurer un minimum et aller chercher peut-être lui soit une extension de contrat, soit être assez bon pour avoir un contrat ailleurs. Par rapport à Détroit, on a vu autre chose, c'est qu'ils ont été plus dans l'acquisition. On a vu qu'ils ont fait l'acquisition de Bogdanovic, alors que globalement, tu sens que c'est une équipe qui, enfin normalement, vu là où tu es positionné, tu dois plus regarder vers le bas plutôt que regarder vers le haut, globalement. Mais on voit que c'est une équipe qui va plus partir, en fait, en conquête. Et la raison pour laquelle je verrais des départs, en fait, des potentiels de ces joueurs-là, ce serait pas, en fait, pour les envoyer vers des contenders, mais plutôt pour les envoyer vers des équipes pour récupérer des joueurs qui ont un contrat un peu plus long, parce qu'on connaît la difficulté de Détroit pour aller récupérer des bons joueurs à la free agency. Et des joueurs qui pourraient fitter. Par exemple, moi je serais pas surpris de voir un package avec les joueurs que tu as cités, par exemple Burks et Noël, par exemple du côté d'Indiana, qui est une équipe qui est projetée peut-être un peu plus haut qu'eux, mais qui pour moi Détroit sera au-dessus, pour récupérer un mec comme Buddy Hield, vu qu'il a un skill set qui va aussi avec le corps de joueur. Et puis la dernière chose, c'est une équipe qui, je pense, pas qu'elle croit, mais je pense qu'à l'intérieur, ils pensent qu'ils ont déjà assez de jeunes à développer pour pouvoir repartir sur un autre cycle victorieux, et ne vont pas forcément aller chercher à devenir encore plus faibles parce que pour eux, peut-être qu'ils comptent sur Cade qu'on a eu, Ivy, et peut-être que pour eux, des gars comme Saddiq Bey, peut-être même Bagley, en fait, c'est peut-être les précieux, en fait, déjà de leur future reconstruction. Ouais, si on reprend cette expression-là, je sais qu'on en avait parlé en off, on peut considérer que ils l'ont peut-être déjà, le fameux précieux, le fameux cœur de leur future bonne équipe. Précisons, tu l'as un peu sous-entendu, Tom, que Bogdanovic est en fin de contrat et Noël comme Burks ont des team options. Donc c'est des contrats qui peuvent être assez intéressants. Constant sur la prédiction, je t'avais vu acquiescer quand j'avais dit que les Pistons, moins bonne équipe NBA, ça paraît un petit peu difficile à imaginer. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Les Pistons, pire équipe NBA, ça me paraît déjà difficile à imaginer dans une époque où il y a les San Antonio Spurs 2022-2023. Donc déjà, à partir de ce moment-là, ça pose un certain problème. Ensuite, j'ai du mal. Alors, je suis pas du tout en accord avec le fait que ce soit la pire équipe NBA. En fait, je suis en désaccord avec le fait que ce soit même la pire équipe de l'Est. Parce que pour moi, il y a 2 équipes avec Orlando et Indiana qui sont en dessous pour moi de ce qu'a fait Détroit. Vis-à-vis des vétérans, moi je suis pas. En fait, j'ai vraiment du mal à lire la stratégie de Troy Weaver du côté de Détroit, parce que d'un côté, il va te récupérer des joueurs extrêmement jeunes à la draft avec un Jalen Duren. Donc tu peux te dire reconstruction long terme, on essaye de maximiser Cade, Isaiah Stewart, Saddiq Bey, etc. Et de l'autre côté, il va récupérer Bogdanovic. Il va signer du Marvin Bagley qui est un peu plus âgé, il va signer du Nerlens Noel. Donc j'ai vraiment du mal à comprendre la stratégie de Détroit. Mais en termes de win, je regarde l'effectif de Détroit et je me dis que finalement, ils sont un peu condamnés à cette 12e ou 13e place de la conférence Est, parce qu'ils ont Cade qui est quand même un joueur exceptionnel, mais ils ont aussi des joueurs qui sont capables d'apporter immédiatement.
Enfin, Jalen Ivey, moi, je pense qu'il va être capable d'apporter. Marvin Bagley a montré des bonnes choses à partir du moment où il a été tradé du côté de Détroit. Corey Joseph, si cher à Ilias, est capable d'apporter de temps en temps. Nerlens Noel aussi. Donc, j'ai vraiment, contrairement à une équipe comme Orlando qui a très peu de vétérans et qui a beaucoup de jeunes, je regarde l'effectif de Détroit et je me dis, ouais, effectivement, pour moi, ce serait vraiment une surprise si cet effectif descend en dessous de la 13e place de la conférence Est. Parce que, comme l'a dit Tom, en plus, Dwayne Casey, moi, j'ai beaucoup de réserves sur Dwayne Casey en tant que coach de reconstruction. Et Dwayne Casey, il joue sa tête et je suis pas convaincu qu'il va nous faire des 5 où ce sera Cade, Jaden Ivey, Sadiq Bey, Isaiah Stewart et Jalen Duren. Je pense qu'il va beaucoup faire jouer les vétérans. Ilias, le mot de la fin. Il y a un autre questionnement, c'est-à-dire que est-ce que la progression d'un jeune joueur et même d'un joueur de manière générale, elle est uniquement liée à son nombre de minutes jouées? Moi, c'est quelque chose que je ne pense pas. Raison pour laquelle, dans ce que Troy Weaver a voulu faire, au-delà de drafter un joueur qu'il avait, ça a été rapporté qu'il voulait absolument en la personne de Jalen Duren. Apparemment, il le voulait et il est même dit que il allait même péter un câble et peut-être même le prendre en numéro 5, mais on l'en a dissuadé, on lui a dit il y a Ivy qui sera disponible et on pourra aller récupérer Duren un peu plus tard. Tu t'aperçois en fait que même un joueur comme Cade, sa saison elle a pris une autre tournure parce que il est arrivé blessé, mais on a vu que partager un backcourt avec Corey Joseph dans un premier temps et jouer du pick and roll uniquement avec Isaiah Stewart, c'était un problème pour lui parce que c'est quelqu'un qui est assez créateur, notamment sur le roll, et à partir de là, quand t'as pas de partenaire de lob, sachant que voilà c'est quelqu'un d'assez statique et d'ancré au sol, Isaiah Stewart, ça devenait compliqué. Quand Marvin Bagley, avec évidemment tous ses défauts, mais aussi un minimum de qualité, est arrivé à Détroit, on a vu que Cade était un petit peu plus prolifique, un peu plus à l'aise dans la passe, et surtout, il avait une capacité à diversifier son jeu qui est justement fait de création. Donc voilà, c'est en ça que les ajouts récents et vétérans des Pistons sont intéressants, même si en fonction de la manière dont va se dérouler cette saison, il est pas impossible que, en fonction aussi de la contrepartie, ces joueurs partent. Eh bien, avançons avec Houston, l'équipe suivante. On passe du côté de l'Ouest. Ils sont annoncés à 26,7 victoires l'année dernière, 20 victoires, 62 défaites, 26e attaque et oulala, 30e défense. Les chiffres défensifs et offensifs viennent des ratings de cleaning de glace. Je vais commencer par toi, Constant, parce que c'est une question sur Houston, t'es fan d'OKC, on sait que bon, parfois ça tape un petit peu. Est-ce que c'est une saison cruciale pour l'ami Silas qui entame sa 3e saison du côté des Rockets en tant que coach, qui est arrivé à un moment un petit peu difficile? Est-ce que c'est une saison, est-ce que dans cette question-là, c'est toi qui l'as posée, je crois, Constant, est-ce que tu sous-entends qu'il pourrait peut-être partir dès la fin de saison? Ouais, déjà, pour revenir sur la rivalité OKC-Houston très rapidement, c'est un peu comme en politique, il y a de la récupération de partout, hein. Il y a 2-3 personnes qui étaient pas censées être inclus dans le délire à la base, t'as l'impression que ceux qui l'ont inventé, hein, je ne citerai pas de nom, mais les gens qui nous suivent reconnaîtront le coupable. Ensuite, voilà, pour Silas, en fait, je me pose la question de Houston, j'ai du mal à voir, si on fait un parallèle avec OKC, j'ai du mal à voir une certaine stabilité dans l'emploi du coach. J'ai l'impression qu'à OKC, Mark Daigneault était assez tranquille, peu importe la situation et peu importe la saison. Là où pour moi, Silas, il a une certaine pression supplémentaire du côté de Houston, parce que pour moi, il y a ce côté, Houston est plus en attente de résultats, est plus impatient qu'OKC, j'ai l'impression, est plus impatient de voir des choses sur le terrain. Et Silas, que ce soit la fanbase des Rockets ou même juste en regardant le jeu de Houston, pour moi, depuis qu'il est arrivé à son poste, il a un effectif où, je dis pas qu'il peut faire des miracles, mais il peut faire autre chose que ce qu'il nous propose actuellement. Notamment défensivement, je trouve que voilà, la défense des Rockets, c'est une honte absolue. Il y a, hormis Portland, j'ai rarement vu une équipe aussi mal défendre. Moi, je trouve que Silas, c'est un peu une interrogation. J'ai pas de réponse oui ou non, mais je me dis que si Houston fait une nouvelle saison comme les 2 précédentes, avec le pire bilan de la ligue, il faut le dire, si ça continue d'aller dans ce sens-là avec un vestiaire qui vit pas forcément très très bien,
je me pose des questions de savoir est-ce que le management de Houston va conserver Silas pour le futur ou va préférer partir sur autre chose. C'est une vraie interrogation que j'ai du côté de Houston. Avant de te lancer, Elias, moi j'ai fait une petite recherche historique parce que je me suis dit cette constante de questions, cette question de constant, elle a activé une petite lumière. Je me suis dit un coach avec un bilan aussi mauvais, est-ce que ça reste longtemps? Donc Silas a le 3e pire pourcentage de victoires depuis 2000 en NBA parmi les coachs à plus de 100 matchs. 24% de victoires, c'est le 4e pire all-time. Voilà, donc on est vraiment sur des débuts compliqués, très compliqués. Donc je me suis regardé les exemples récents et globalement, ces mecs-là passent pas 3 saisons. Récemment, on avait eu quoi? On avait eu Earl Watson qui est arrivé à Phoenix, qui avait fait l'intérim sur une fin de saison. Il avait fait la saison d'après, au bout de 3 matchs catastrophiques, il avait été viré. Kurt Rambis avec les Wolves avait fait 2 saisons. C'est pas une tradition familiale Jack aussi Vaughn. avec Paul Silas du côté des Bobcats. Oui. Aussi, il y avait l'ami Jacques Vaughn, notre grand ami Jacques Vaughn qui avait été viré au bout de 3 saisons du côté des Magic, Derek Fisher qui avait tenu 2 saisons, Ryan Saunders qui avait été sauté au bout de la 3e. Donc globalement, avec ce genre de bilan-là, il y a une seule exception, c'est Brett Brown qui avait tendu sa 5e saison pour vraiment passer les 30 victoires. Et on pourrait se dire, il y a l'affiliation Houston process. Moi, je pense qu'il va rester parce que petite pirouette, je pense que c'est seulement sa 2e saison en fait dans les faits. Je pense que la première, on va se dire, il y a eu le problème Harden, il y a eu le problème Westbrook, il n'était pas venu pour ça. Donc là, c'est sa 2e saison et c'est l'année prochaine qu'on lui demandera de faire des choses. Pour moi, il saute vraiment si catastrophe industrielle à la Derek Fisher, par exemple. T'en penses quoi du coup, Ilias? Ouais, je suis un petit peu sur cette ligne-là. Je le vois un petit peu, tu sais, dans les chaussures de Lloyd Pierce au moment où il avait repris Atlanta. Pour moi, il n'est pas encore objectivé tout de suite. Il y aura évidemment, on va dire, un checking qui sera fait au niveau de la manière dont Houston va jouer et dans la capacité peut-être à gommer certaines énormes carences qui étaient visibles l'année dernière, parce que, comme Constant l'a souligné, c'était par moments pas regardable Houston, surtout en début de saison. Après, ils ont eu un petit regain de confiance en jouant évidemment des équipes à leur portée, c'était forcément mieux. Mais là, tu perds aussi Christian Wood, et moi, j'ai tendance aussi à pondérer les objectifs avec le matériel que tu as. Donc, jusqu'à preuve du contraire, il n'a pas non plus un effectif pour faire de très grandes choses. À voir aussi ce qui sera ambitionné par rapport à la draft de l'année prochaine. Est-ce que l'idée, c'est d'être nul et de l'assumer? Et finalement, après, moi, la question que je me pose, c'est en lisant des choses comme on a pu partager justement dans notre groupe, c'était dès l'instant où tu souhaites faire de Alperen Sengun ta pierre angulaire et que l'idée c'est d'articuler ton attaque et ton système offensif autour de ce joueur, j'ai pas l'impression que l'ami Silas il fasse tout pour justement conserver son poste. Donc pour moi, ça dépendra finalement de ce qui est objectivé en interne pour les Rockets. Eh bien, parfait. Tom, du coup, sur les Rockets et sur ce bilan. Ils sont donc derniers à l'Ouest. On va y revenir. Il y a pas mal d'équipes de l'Ouest dont on va parler aujourd'hui. Enfin, aussi pas mal de l'Est. Est-ce que tu les vois à ce niveau-là? Donc, batailler. Parce que ça va être probablement une bataille cette année pour le first pick. Je pense que c'est une équipe qui sera tirée par la gravité. Alors, déjà, c'est une équipe qui a vraiment beaucoup de jeunes en son sein qui vont jouer énormément de minutes. Il y a des vétérans, mais je pense pas qu'ils vont voir énormément le terrain. Et comme encore une fois, la notion de gravité, c'est une équipe qui est ils sont dans la division des Spurs, donc il faudra quand même faire attention à ne pas se faire chipper le pire bilan de ce côté-là. Mais un truc qui peut être intéressant pour eux à savoir, c'est que comme Constant le sait très bien, OKC détient leur pick 2024. Donc du coup, ils ont tout intérêt à aller à la loterie pour prendre quelqu'un de très fort et changer peut-être la trajectoire de leur projet, plutôt que d'avoir un pic moyen et se retrouver à devoir gagner vite avec ce qu'ils ont déjà en magasin. Et il y a une chose moi qui m'interpelle par rapport à cette équipe-là. Le point commun avec toutes les équipes de bas de tableau, c'est le niveau de guard play. Et je pense que c'est une équipe qui va peut-être souffrir au niveau du guard play. Alors,
on va voir ce que va donner peut-être Porter Junior, ce que va peut-être donner Jalen Green à l'initiation, voire même Ty Washington qu'ils ont drafté cette année. Mais quand tu es mené par des joueurs aussi jeunes, ben rarement tu fais de bonnes saisons, quoi. Donc je pense que c'est une équipe qui, je pense que d'un point de vue niveau, quand tu prends l'effectif, c'est une équipe qui vaut plus que le bilan que la projection leur a donné. Sauf que la réalité de l'attraction va faire qu'ils vont, je pense, vont perdre plus de matchs. Mmh. En termes de guard play, on va avoir des cas assez intéressants, je pense. Hein. Aujourd'hui, on va avoir des cas assez. Oui, mais moi, je pense vraiment. Je pense que pour moi, c'est que des problèmes de vestiaire qui pourraient l'amener à sauter cette année. Je pense que ou alors des régressions vraiment visibles de certains jeunes joueurs. Mais je pense pas qu'il soit. Mais peut-être que Constant a raison et qu'il y a peut-être moins de patience que du côté de Thurman. Fertitta, il y a peut-être moins de patience que qu'on peut le croire. Après, il peut peut-être démissionner, hein. Il peut peut-être démissionner puisque au final, je pense que Houston a tout intérêt de le garder, enfin de refaire une saison moisie et de le garder en tant que coach pour pas impacter le coach qu'ils veulent vraiment quand ils auront toutes leurs pièces. Pour pas impacter le bilan du coach qu'ils veulent, tu vois. Ils ont tout intérêt de faire ça. C'est un peu ce que Minnesota avait fait avec Sanders, hein. Ils ont mis Sanders et quand ils ont vu que l'équipe, ils ont rajouté des pièces, ils ont viré Sanders et ils ont récupéré le coach qu'ils voulaient depuis le départ, tu vois. Dans la liste des coachs que j'ai cités, vous remarquerez qu'ils n'ont pas eu de second job, en fait. Hein. C'est un aller simple, hein, savoir de ce genre d'équipe. Enchaînons. Je suis encore obligé de lancer un membre de l'équipe sur cette question. Oklahoma City, annoncé à 26,9 victoires d'après le logiciel de Kevin Pelton, sachant que c'est toujours mieux que John Hollinger qui vous a, je crois encore Constant, mis très très bas cette année encore. 24 victoires, 58 défaites la saison dernière, 29e attaque, 19e défense. Alors, cette question est-elle un peu orientée? Peut-être. De toutes les équipes supposément mal classées, le Thunder n'est-elle celle qui peut réaliser une saison surprise? Je pense que j'ai mal recopié cette question. Bref, le Thunder est annoncé très bas. Ce Thunder peut-il faire une saison surprise? Constant, je te lance sur cette question. Bah déjà, John Hollinger, c'est pas la première fois qu'il nous tape dessus, puisque l'an dernier, il nous avait pronostiqué le nombre astronomique de 13 victoires. Donc, on commence à être habitué avec ce bon vieux John Hollinger. Globalement, lisez la preview de John Hollinger. Je pense que Sam Presti doit avoir des dossiers sur sa femme ou sur sa fille, mais c'est pas possible de détester autant un mec à ce point-là, gratuitement. Pour ce qui est de Casey, non, elle est pas forcément orientée parce que voilà, moi je suis fan d'OKC, mais j'ai pas forcément envie de voir OKC faire une saison surprise. Alors surprise, tout dépend de ce que tu entends par le terme surprise, mais pour moi saison surprise, c'est t'es pas loin des 35 victoires. Ça, on pourrait dire que c'est une mini saison surprise, sans même être dans l'incongru complet et peut commencer à vouloir parler de Joel Play-in. Mais pour moi, une saison à 35 wins du Thunder, je pense que pour beaucoup de gens, ce sera une surprise. Et en fait, je me posais la question, je regarde le roster du Thunder et je me dis, l'an dernier, avant que tout le monde se blesse, OKC était la 8e meilleure défense de la NBA en defensive rating. Aucune des équipes qui seront présentes dans ce podcast n'avoisineront ce niveau-là défensif. Et je me dis, voilà, tu vas avoir potentiellement chez Gilgeous-Alexander qui va jouer plus de matchs. Tu as un Josh Giddey qui va continuer de se développer, Luguensdorf. Tu as la blessure de Chet Holmgren qui handicape grandement cette possibilité de saison surprise. Mais pour moi, oui, le fait que le Thunder possède déjà une vraie solidité défensive qui, pour moi, va de facto te faire gagner des matchs cette saison, peut me dire que ouais, si de toutes les équipes qu'on traite, s'il y a bien une équipe qui peut potentiellement nous surprendre et gagner un peu plus que ce qu'on avait prévu, c'est bien OKC. Mais si je dois donner mon avis personnellement, je suis plus prêt à subir une nouvelle saison un peu dans les bas-fonds, quitte à récupérer un choix supplémentaire dans le but de me dire ouais, mais dans 3 ans, je me retrouverai pas dans l'épisode 2 des previews de Doug Kebdo avec les équipes du ventre mou, quoi. C'est vrai qu'il y a d'un côté cette solidité défensive qui se retrouve peut-être dans l'équipe dont on va parler après, mais Constant a raison, il n'y a peut-être pas le potentiel d'OKC, et il y a surtout le meilleur joueur dont on va parler aujourd'hui. Absolument, et c'est ça, on va dire, l'avantage d'OKC sur toutes les équipes qu'on a à traiter aujourd'hui, c'est que à l'instant T, le Thunder bénéficie
du meilleur joueur en son sein, dans son effectif. Maintenant, le tout, c'est de savoir le nombre de matchs qu'il va jouer. Et il y a malheureusement aussi la blessure de Chet Holmgren qui vient, on va dire, un peu contrecarrer, on va dire, les prétendues ambitions. Je préfère utiliser ce terme-là de OKC. Mais ce qui est certain, c'est que s'il ne s'était pas blessé, tu avais quand même l'ajout d'une pièce supplémentaire à un effectif qui était déjà cohérent. Et qui certes manquait d'attaque, mais manquait aussi de certaines solutions en termes de taille et à l'intérieur aussi en attaque. Donc moi, honnêtement, je pense que si Shai joue, c'est quand même, on va dire, quelqu'un qui vient assurer un certain niveau de plancher et qui va permettre à OKC d'aller gagner des matchs. Mais maintenant, on sait que aussi en interne, il y a des choses qui peuvent être décidées en mettant, comme les années précédentes, des joueurs sur le côté. Je ne sais pas si tu seras d'accord avec cette intervention constante, mais pour moi, ça fait partie des possibilités en fonction de la manière dont s'articulera la saison de Casey, en fait. Avant de lancer Tom, juste une petite question pour Constant. Est-ce que, imaginons, je veux pas te rendre triste, mais petit monde parallèle, métaverse, bref, Chet Holmgren est là, est-ce que tu aurais imaginé OKC dans l'épisode 2, par exemple? C'est difficile à dire parce qu'il faut voir en fonction de la concurrence. Et ce que je dis à chaque fois, c'est que quand on me parle, il y a beaucoup de fans du Thunder qui me disent oui, il faut jouer le play-in, etc., etc. Mais moi, je leur réponds à chaque fois, regardez la concurrence. Et en fait, la concurrence dans la conférence Ouest, il y a 10 équipes qui, pour moi, sur le papier, sont meilleures qu'OKC, voire même 11 si tu rajoutes les Kings. Donc, pour moi, ouais, même en comptant de Chet, peut-être que mon nombre total de pronostics aurait été plus élevé pour OKC, mais je pense que ma position finale n'aurait pas bougé. Pour moi, t'as trop d'équipes dans la conférence Ouest qui, sur le papier, en tout cas, sont meilleures qu'OKC. Tom, je te lance sur OKC, sur ce qu'on a dit, et puis peut-être sur ce bilan à 27. Est-ce que c'est, du coup, comme on est en train un peu de le dire, une équipe qui a beaucoup de variance dans les possibilités de résultats? Oui, je pense que c'est une équipe qui, de base, a de la variance parce que tu sais pas combien de temps ils vont jouer le jeu, en fait. Est-ce que ils sont partis pour jouer toute la saison et t'as des jeunes qui peuvent surprendre, tu vois, des Treyman, des Jalen Williams, des gars comme ça qui peuvent un peu surprendre. Et c'est une équipe qui a quand même des vétérans solides à l'aile, tu vois, quand tu prends les Lou Dort, tu vois, il y a quand même du monde, même à l'intérieur, il y a du monde, même si je pense que c'est peut-être là un peu peut-être le talon d'Achille de cette équipe-là, c'est vraiment au niveau de la raquette où l'absence de Chet Holmgren va vraiment se faire ressentir, puisque au final, au poste 5, tu vas avoir une rotation avec JRE, comme vous aimez bien l'appeler, Constant, peut-être Beasley et Mike Muscala, en vrai, au poste de pivot. Donc, si tu perds un de ces gars-là, ça va tout de suite être très très difficile en fait pour pouvoir conserver un bon équilibre défensif. Donc ouais, je pense que c'est une équipe qui peut surprendre, mais je pense que c'est plus une équipe en fait qui va peut-être pas surprendre sur la durée, mais qui va faire beaucoup de coups dans la saison. Je pense que c'est une équipe qui a beaucoup de variance en fait entre le jour où tout va bien et le jour où elle est un peu moyenne. Si je peux me permettre, il y a ouais. Non, ouais, excuse-moi, Ika. Si je peux me permettre. Vas-y, Constant, puis après Elias. Le starting, t'as 3 joueurs OKC dans le starting 5, c'est Shai Gilgeous-Alexander, Josh Giddey et Lou Dort. Et en sortie de banc sur le backcourt, t'as Treyman et Jalen Williams. Des 5 équipes qu'on va traiter dans ce podcast, aucune équipe ne peut approcher ce niveau de roster et ce niveau de talent. Moi, je trouve que vraiment, autant à l'intérieur, je suis complètement d'accord avec Tom, s'il y a une blessure, ça risque d'être vraiment compliqué, d'autant plus que Beasley, sur le peu qu'on a vu, joue vraiment pas à son niveau. Mais en termes de backcourt, starter plus banc, OKC est pour moi vraiment très très loin des autres équipes qu'on va citer dans le podcast, et peut-être même meilleur que des équipes qui seront citées dans la partie 2. Eh bien, Elias, le mot de la fin. Ouais, je voulais juste en fait relancer Constant sur une question que je me posais. Est-ce que tu penses que Presti est encore capable, non pas de sacrifier, mais d'aller récupérer des pièces supplémentaires parmi les joueurs cités, par exemple
Moi, j'ai toujours vu Dort comme étant un joueur un peu idoine pour un contender. Est-ce que tu penses que Presti peut faire ce genre de move? Non, parce que je pense que tous les vétérans qui sont encore là, en fait, j'ai du mal à me dire si Presti les a pas tradés avant, je vois pas trop pourquoi il le ferait maintenant. C'est-à-dire que Lugensdorf reste quand même un joueur assez jeune, voire même très jeune. Kenrich Williams, qui a été courtisé depuis 2 ans par quasiment toutes les autres équipes NBA, n'a pas bougé, a même été prolongé sur plusieurs années. Mike Muscala a été signé 2 fois de suite à la Free Agency. Donc pour moi, oui, je vois pas pourquoi, en fait, pour moi, s'ils ont pas été tradés l'an dernier et l'année précédente, c'est qu'ils font partie du projet. Je peux me tromper, mais j'ai vraiment du mal à voir Sam Presti trader Kenrich Williams et Mike Muscala, hormis si jamais il veut récupérer un gros joueur. Mais pour récupérer des pics, non, j'y crois pas. Enchaînons avec le Magic, les gars, parce qu'autrement, on n'aura pas le temps et on va pas montrer qu'il y a trop de bons sentiments pour certaines équipes. Orlando, l'année dernière, 22 victoires, 60 défaites. J'avais écrit 22 victoires, 70 victoires sur mon fichier. 82 victoires, ça fait un petit peu beaucoup quand même pour cet effectif-là d'Orlando. Du coup, 22 victoires et 60 défaites. 30e attaque, pire attaque NBA, mais 17e défense, c'est quand même un petit peu mieux. Et du côté des prédictions de ESPN, on les annonce 14e du coup à l'Est, juste devant les Pistons. Pour Détroit, il y avait 2 questions qui m'ont beaucoup intéressé. Tom, je vais te lancer sur celle que tu veux. Est-ce que on a d'un côté une question sur la défense et aussi sur ce mix entre une génération de jeunes, une nouvelle génération de jeunes, Franz Wagner, par exemple, qui a fait une très bonne saison rookie, et une autre génération de jeunes qui devient un peu plus vieille, celle-ci avec les Markelle Fultz ou les Wendell Carter. Donc, comment on fait coexister ces 2 générations-là? Je pense que je vais peut-être commencer sur la deuxième. Je pense que le Magic, c'est une équipe qui a déjà vécu ça à un certain moment parce qu'ils ont fait cohabiter un peu la génération Vucevic Fournier avec la génération Aaron Gordon, Oladipo pendant un petit moment. Donc je pense que ils sont coutumiers du fait. Je pense que les joueurs qui sont déjà dans leur, parce que en gros la grosse différence qu'il y a, c'est que tu as une partie des joueurs qui viennent à peu près d'entamer leur contrat rookie ou du moins qui ont 2 voire 3 ans dans la ligue, et t'en as d'autres qui ont déjà signé leur extension. Si par exemple tu prends Isaac, Carter et même le premier. Markelle Fultz. Et Markelle Fultz, voilà. Markelle Fultz, l'oublié Markelle Fultz. Je pense que c'est une équipe qui va peut-être privilégier, en fait, de faire des groupes, en fait. Je pense que c'est une équipe qui va faire des groupes où, tu auras un groupe avec, un peu les précieux, les jeunes draftés, et un groupe peut-être en seconde unit avec, les Terrence Ross et les autres mecs du projet, en fait. Je pense que c'est ça. Je pense qu'ils comptent quand même sur tous ces gars-là parce que tous les gars, tous les joueurs qui sont qui font partie de l'ancien projet sont quand même des joueurs qui ont du potentiel. Ils les ont récupérés vraiment peut-être en tant que projet. Tu vois, si tu prends Hampton, c'est un peu un projet. Si tu prends Markelle Fultz, c'était aussi un projet. Isaac, il a montré qu'il était bon quand il jouait. Et Carter, il a montré aussi l'an dernier qu'il était solide et qu'il pouvait être considéré comme solide. Donc, je pense qu'au final, ça va faire un gros mix de jeunes joueurs. Je pense qu'il y a peut-être les précieux et les joueurs intouchables sont ceux, en fait, qui sont encore sous contrat rookie. Mais je pense quand même que tous les joueurs font partie vraiment du noyau dur et qu'il n'y a pas forcément de grosses distinctions. Puisqu'en fait, ils se marchent pas vraiment les uns sur les autres. Du coup, Constant, même question. Ce mélange entre cette nouvelle génération de jeunes et cette ancienne génération de jeunes, comment ça va se passer selon toi? Déjà, avant de commencer, j'aimerais apporter mon soutien à tous les fans d'Orlando, puisque visiblement leurs joueurs côtoient l'infirmerie autant que les nôtres. Moi, pour être honnête, Orlando, c'est une équipe que j'aime bien. Et franchement, quand j'ai vu la draft d'Orlando, que ce soit l'année dernière ou cette année, j'étais vraiment très curieux de voir comment Orlando allait jouer. Je pense que ça allait être une des équipes que j'allais le plus regarder parce que vraiment, je trouvais qu'il y a beaucoup de jeunes que j'apprécie dans cet effectif. Et pour moi, il y a un truc qui est déjà venu flinguer un petit peu une partie de leur saison et qui répond en partie à la question, c'est que Markelle Fultz s'est blessé et que Jalen Suggs s'est blessé cette nuit en pré-saison et va probablement être indisponible plusieurs mois. Donc, on en parlait quand on a évoqué le cas Houston. Orlando, qui va jouer à la main en fait?
va y avoir Cole Anthony, mais est-ce que Cole Anthony est vraiment un meneur capable de créer? Du coup, c'est l'une des interrogations que je me pose. Et ensuite, pour répondre à ce qu'a dit Tom, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec le fait que ils vont pas se marcher dessus, parce que je vois juste les pivots. Je vois Mo Bamba, Wendell Carter Jr. et Chuma Okeke, qui peut être considéré potentiellement comme un pivot, même si ça reste C'est à plus un voir. 4, ouais. Ouais, c'est un 4, mais qui pour moi peut potentiellement jouer 5. Mais déjà, quand je vois ces joueurs-là, je me dis, la distribution de minutes, en tout cas, va falloir qu'elle soit claire et précise, parce que pour moi, ça peut vraiment empiéter. On va pas parler du cas Jonathan Isaac, ça fait 2 ans qu'il a pas joué, mais potentiellement, s'il revient, Jonathan Isaac, t'as un joueur assez fort, mais il est jamais là. C'est un peu comme Kyrie Irving, mais en encore pire. Mais ouais, moi je me pose la question. En fait, cette question de cette nouvelle et de cette ancienne génération, elle va être répondue parce que tu as les blessures globalement et que à la main, bah du coup tu te retrouves avec Cole Anthony tout seul alors que tu avais ton pick 5 de la draft. Plus t'as un gars qui a été first pick, mais Après, à je pense cause que des blessures, bah cette équation est résolue. mais ce sera Banchero, le porteur de balle principal. C'est ce que j'allais Je dire. pense. Ouais, enfin moi, si je peux me permettre, moi je vois bien une configuration dans laquelle, s'il est amené à partager par exemple le terrain avec Cole Anthony, un Cole Anthony en fait qui va remonter la balle et qui va mettre peut-être Banchero dans des situations de point forward où en fait il va initier tout simplement de l'attaque et peut-être même se mouvoir dans des positions où lui peut poser les pics. Enfin, c'est un joueur qui est quand même capable de faire pas mal de choses, Banchero. Et moi, c'est en ça aussi que j'ai aimé la draft d'Orlando, pas forcément celle les précédentes qui allaient où finalement ils avaient des choix à faire en fonction de leur roster. Là, ils se sont pas laissés finalement influencer par, on va dire, les émulations qu'il pouvait y avoir autour de Jabari Smith ou autre. Ils ont été convaincus finalement du profil qui pouvait justement faire le lien entre cette ancienne et nouvelle génération de joueurs. Et finalement, ils n'avaient pas encore ce profil de joueur. Et là, finalement, Banchero, il a peut-être la capacité à pouvoir apporter toutes les choses qui manquaient au Magic, au moins en attaque, parce que finalement en défense ils n'ont pas forcément besoin de grand chose. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi l'ajout de shooters. Par exemple, les deux frères Wagner sont capables de s'écarter. Et maintenant, je pense que finalement, il y a un peu le profil idoine, mais est-ce que ça impactera l'attaque du Magic de manière considérable? Je ne le pense pas, mais on a quand même en la personne de Banchero, un joueur qui est peut-être capable, dès sa saison rookie, de marquer entre 18 et 20 points de moyenne. Puis, avant de relancer peut-être Constant, la personne qui voudra parler ensuite, et je pense qu'il y a aussi le tri qui se fera avec les blessures. Ce que Constant a dit, en fait, c'est que Wendell Carter, c'est un joueur qui se blesse beaucoup. Mo Bamba, c'est un joueur qui se blesse beaucoup. Et du coup, ce tri se fera, déjà à l'intérieur, il y aura ce premier tri-là. Et puis ensuite, par rapport à cette équipe-là, moi, je noterais juste, si je peux rebondir un peu sur la première question d'Amine qui était par rapport à la défense. Je pense que Ilias l'a bien fait. T'as bien répondu à cette question-là, en fait, indirectement. C'est que la question était offensive par rapport à cet effectif d'Orlando. C'était la pire attaque NBA et défensivement, ils ont toujours, dans leur temps, globalement, dans leurs années de vache maigre, Orlando, ils ont jamais été scandaleux défensivement, en fait. Ça a toujours été l'attaque qui a été le problème de chez eux. Donc, je pense que ça peut être positif au moins de jeter plusieurs pièces et d'avoir peut-être une réponse offensive. Par rapport au bilan, par contre, et je sais pas si vous êtes d'accord, les gars, moi, j'ai une règle, c'est que les jeunes équipes qui ont pas un fort potentiel offensif, j'ai du mal à les voir surperformer leurs annonces de pré-saison. Ça marche jamais. Enfin, et Orlando est bien placé parce qu'Orlando a souvent été dans cette situation-là. T'en penses quoi, Constant? Est-ce que tu les vois comme une équipe capable d'aller plus haut que ce que leur promet ESPN cette année? Non, c'est difficile. Déjà, moi, malgré toute l'affection que j'ai pour Paolo Banchero, j'attends quand même de voir comment il va pouvoir être utilisé en tant que point forward créateur pour les autres en NBA. Parce que le faire en NCAA, c'est bien. Le faire en NBA, malgré toutes les qualités qu'il a montrées, c'est quand même autre chose. Après, pour leur pourcentage de victoire, j'ai un peu envie de faire le même raisonnement qu'OKC, à la différence près que, non pas chez Gilgeous Alexander, mais pour moi, Orlando a quand même une certaine solidité défensive qui fait que tu vas gagner des matchs. Alors, tu vas pas en gagner beaucoup, mais pour moi, tu vas gagner des matchs. Et tu vois, limite, j'ai plus confiance dans le fait que la défense d'Orlando va leur faire gagner des matchs que dans le fait que l'attaque de Houston va leur faire gagner des matchs, par exemple. Donc ouais, je suis pas très haut sur le pronostic de victoire d'Orlando, mais je pense que c'est une équipe qui sera
loin d'être ridicule, qui montrera des choses intéressantes, qui aura beaucoup de matchs où potentiellement ils pourront passer à côté parce que l'attaque ne cliquera pas. Mais ouais, je pense que Orlando sera loin d'être ridicule et posera les bases pour moi de quelque chose de vraiment intéressant, ce que selon moi ils n'ont pas fait l'an dernier. Je pense que cette année, ça gagnera pas beaucoup de matchs, mais tu auras une certaine base qui va être installée, notamment avec cet axe Frank Wagner, Paolo Banchero que j'aime beaucoup. Pour moi, ouais, ça peut être le début de l'étincelle de quelque chose du côté d'Orlando cette saison, même si ça va pas gagner 30 matchs. C'est vrai que peut-être du point de vue des autres équipes, c'est si t'es à la fin d'un road trip, tu préfères jouer Houston qu'Orlando. Ça, je peux le comprendre parce que c'est plus une équipe embêtante. Ouvrons le dossier. Ah, celui-ci, je l'attendais. Le dossier Spurs. Celui-ci, je l'attendais. Alors, on parle des équipes le de dossier NBA. Spurs. Enfin, je croyais on parlait des équipes de G-League, là, avec San Antonio, là. Je suis surpris, là, c'est bizarre. Quand j'ai demandé, petit secret de production, quand j'ai demandé, les gars, il y a une équipe sur laquelle vous voulez que je vous lance en premier, Constant a direct dit, lance-moi sur les Spurs. Donc, c'est le dernier qui a parlé à propos du Magic, mais je pense que là, on a de la grande télévision ou du grand podcast qui nous attend. Donc, les Spurs annoncés à 31 victoires, 31.2, 34 victoires, 48 défaites la saison dernière, 18e attaque, 16e défense. Tom avait glissé tout à l'heure souffrir au niveau du guard play. Là, c'est de la souffrance extrême qui nous attend du côté des Spurs. Du coup, Constant, je te lance sur ta question. Qui marque des points dans cette équipe? Non, mais c'est même pas souffrir sur le guard play, c'est souffrir sur être capable de poser un dribble. C'est vraiment, ça fait 5 ou 6 ans que je suis la NBA et globalement, les Spurs de cette année, c'est la première fois où je me dis cette équipe est incapable de remporter 20 matchs de saison régulière. Vraiment, je regarde l'effectif des Spurs et je me dis, oui, Isaiah Roby qui était chez nous l'an dernier, limite, il a sa place dans le starting five. Et c'est une vraie question que je me pose du côté de San Antonio, c'est hormis Keldon Johnson et Josh Richardson, qui est capable de mettre la balle dans le panier dans cette équipe. Parce qu'ils ont drafté Josh Primo, qui était le joueur le plus jeune de la draft il y a 1 an. Il va pas être prêt. Il va globalement absolument pas être prêt. Il va se retrouver propulsé starter à la main. Ils ont drafté Jeremy Sohan, qui est un prospect que j'aime bien, mais qui a quand même énormément de défauts, notamment en attaque. Donc je me pose la question, véritablement, le fait que Dejounte Murray a été aussi exceptionnel l'an dernier et porté autant l'attaque des Spurs, là, avec son départ, je me dis qui va être capable de remplacer le usage de Dejounte Murray, et je vois l'effectif des Spurs et je me dis absolument personne. Absolument personne va être capable de mettre des points dans cette équipe, ou ça va être très difficile. Et je serais même pas surpris, très honnêtement, que malgré tout ce qu'on peut raconter sur Popovich, etc., je serais même pas surpris si les Spurs se retrouvent pire attaque l'an prochain, tellement en termes de handle, il y a absolument personne, quasiment personne pour porter la balle. Constant en avait parlé. Dejounte Murray la saison dernière était 4e au nombre de ballons touchés en NBA, derrière Jokic, Harden et Doncic. Il avait vraiment un rôle primordial dans l'attaque des Spurs. Et je te rejoins pendant la semaine. Moi, j'ai lancé la question, les gars, depuis qu'on regarde la NBA, une situation en entame de saison aussi difficile au niveau du poste de meneur, est-ce qu'on avait déjà vu ça? Et on a dû remonter aux ombres les plus sorts du process de Philly pour avoir quelque chose de comparable. Moi, je pense qu'ils partiront sur du Trey Jones, vraiment. Je pense qu'ils partiront sur ça à la main titulaire. Globalement, pour moi, et je vous lancerai les gars après, ils vont faire la même chose que l'année dernière en pire, c'est-à-dire qu'ils vont courir en fait. C'était 3e à la pace l'année dernière si on regarde les stats de Duncan Threes, et ils vont faire pareil, c'est parce qu'ils ont tellement pas de structure offensive. Il y avait déjà Josh Richardson qui le disait dans les interviews, on a simplifié le plan de jeu en fait. Ils vont essayer de courir, et je pense qu'ils vont faire ça. Globalement, c'est une situation assez cataclysmique au niveau du guard play, mais ils vont essayer d'aller vite et essayer de responsabiliser Keldon Johnson. Mais l'année dernière, la responsabilisation de Keldon Johnson, ça a été un flop sur le début de la saison. Donc moi, je suis... c'est compliqué. Qui veut partir sur les Spurs? Là, on s'attaque quand même à un totem, les gars, parce que les Spurs en France, c'est un totem. Ilias, vas-y. Et tu sais, tout à l'heure, on en parlait aussi concernant les pièces ajoutées à l'effectif des Pistons. Moi, ce qui me dérange dans la prétendue progression des jeunes qui sont restés à San Antonio, c'est que malheureusement, il y a personne pour les faire jouer. On a parlé de guard play, on a parlé de scoring,
mais de manière un peu plus générale, je me demande en fait qui sera en mesure de créer pour les autres en fait dans cette équipe. Et dans la perte de Dejounte Murray, en fait, il y a plusieurs effets négatifs, c'est-à-dire que il y a quelque chose d'un peu Westbrookien chez Dejounte Murray. C'est un joueur qui était quand même parmi les 30 joueurs ayant le plus haut taux d'usage, et c'était tout à fait normal parce que justement on a fait voilà l'étalage un petit peu de tout ce qui manquait dans cet effectif. Et dès l'instant où tu le perds, comment tu fais pour récupérer à la fois de la défense, de la création, du scoring, etc., etc. Et là où finalement lui s'était un petit peu révélé avec le départ de DeRozan, j'arrive pas finalement à voir l'étincelle de ce qui pourrait nous projeter sur quelque chose de similaire avec un autre joueur du roster actuel des Spurs. Après, ça, c'est notre constat à nous. Quelque chose me fait dire que dans leur bureau à eux, tout va très bien. Tout va très bien. Tout va très bien. Parce que l'objectif, à mon avis, affiché est de perdre. D'ailleurs, voilà, je serais pas surpris que des joueurs comme Poeltl ou voire même des mecs comme McDermott soient peut-être rendus rapidement disponibles. Et l'effet en fait de Victor, et c'est Woj qui disait ça, il a cet effet-là, c'est-à-dire que il n'est pas impossible que cette saison on soit face à quelque chose en fait de jamais vu en matière de tanking, parce que des joueurs de valeur supposée vont peut-être être mis sur le marché beaucoup plus rapidement que par le passé, parce que justement il y aura dans l'idée de considérer en fait pour ces équipes-là qui sont à la course au first pick, il y aura cette espèce de syndrome de penser que chaque victoire sera considérée comme une défaite en fait. Donc voilà, l'idée ce sera de se mettre dans les dispositions les plus lamentables pour perdre. Tom, ton avis là-dessus? Je rajouterais aussi, on peut aussi citer la perte de Derek White en cours de saison. C'est-à-dire qu'ils ont perdu quand même, et ils ont remplacé par rien même de Lonnie Walker, d'initiateur. Même Lonnie Walker qui prenait des minutes aussi pour eux l'an dernier, il est plus là. Ils ont perdu 3 de leurs 5 meilleurs scoreurs en l'espace de 6 mois. Donc c'est une équipe qui part sur un autre processus globalement. Et puis après, moi je pense que les Spurs, je pense qu'ils seront peut-être en dessous. Je pense qu'ils seront en dessous de ce qu'on leur prédit, mais je pense qu'ils seront pas aussi. Je pense qu'ils vont quand même gagner 20 matchs, dans le sens où c'est une équipe qui, à mon avis, va peut-être progresser. En fait, l'équipe, un peu comme Orlando, l'équipe que tu as des Spurs aujourd'hui, les noms que tu as aujourd'hui sur les maillots, le niveau qu'ils auront sera différent en fait de la fin de saison. Et là où certaines équipes se battront pour perdre, eux, ils vont jouer quand même avec le même effectif. Là où tu auras peut-être des rotations avec des joueurs très bizarres signés simplement pour permettre à ton équipe de perdre en fin de saison, les Spurs, ils auront leur rotation avec leurs propres jeunes. Donc je pense que c'est quelque chose qui va peut-être leur permettre à la fin de saison de gagner peut-être 5-6 matchs comme ça pour passer au-dessus peut-être des 20 victoires, je pense. Tu sais que la fin de saison, c'est le money time dans la course au first pick. Hein. Ouais, mais quand t'as pris beaucoup d'avance, tu peux te permettre quelques largesses. Ouais, cette année, pour prendre de l'avance, faudra être très mauvais, je pense. Pour prendre de l'avance cette année, faudra vraiment. On parle de course au tanking, et en fait, les Spurs, c'est peut-être la seule équipe médiocre en NBA. C'est-à-dire qu'elle tankera pas, elle sera juste nulle. Elle gagnera pas de match, pas pour tanker, juste parce qu'elle sera nulle. À San Antonio, t'as potentiellement, par exemple, aucun joueur qui joue dans le 5 de l'équipe qu'on a cité précédemment, Orlando. Ouais, c'est ça. C'est dire le niveau, on va pas dire de médiocrité, parce que voilà, c'est un cycle qui se termine à San Antonio, ils en redémarrent un, mais quelque chose me fait dire, en plus avec tout le Barnum qu'il y a autour de la French touch que peut toucher San Antonio, je pense que la propagande est lancée, entamée et même assumée. Donc voilà, dans l'idée, c'est de récupérer un des 2 premiers pics. Sachant de l'enveloppe froide. Sachant qu'on l'a déjà dit quand on a parlé des phénomènes comme le tanking, le meilleur moyen de ne pas gagner de match, c'est d'avoir
aucun créateur ou d'initiateur. Et là, on est vraiment sur une espèce de sommet à ce niveau-là. Alors, eux, des créateurs et des initiateurs, je ne sais pas s'ils en ont, mais des mecs qui veulent scorer, ils en ont un paquet. On va aller du côté d'Utah. Utah, la dernière de nos 6 équipes aujourd'hui, 34,9 victoires annoncées par Kevin Pelton. Alors, je vais répéter les stats de l'année dernière, mais ça n'a pas trop de sens pour cette équipe-là qui a totalement changé. 49 victoires, 33 défaites, première attaque, 9e défense. Question qui vient de moi, je vais te lancer, toi, Tom. Quel joueur de l'effectif prendra le plus de tirs cette saison? Avant ou après la deadline? Ah, tu rajoutes un petit point. Alors, vu que je veux t'embêter, je te dirais après la deadline. Après la deadline, je pense Sexton. Je pense que lui, il sera là. Je pense que c'est le joueur dont on est sûr qu'il sera là toute la saison. Donc, je dirais Colin Sexton. Mais après, pour tout ce qui est des vétérans, moi, le truc, c'est que, tu vois, l'équipe de Utah qu'on a sur le papier, l'effectif de Utah qu'on a sur le papier, je pense qu'il y aura au moins 7-6 joueurs différents à la fin de saison. Des gars je pense qu'il y aura vraiment beaucoup de changements dans cette équipe-là, parce que eux aussi, leur objectif est clair, ne pas gagner beaucoup de matchs. Et aujourd'hui, c'est une équipe qui, quand tu vois les joueurs qu'ils alignent, ils peuvent gagner des matchs. Ils peuvent gagner des matchs. Tu vois, moi, je serais pas surpris avec par exemple, je préfère l'effectif d'un point de vue pour jouer au basket, je préfère actuellement l'effectif de Utah que celui des Rockets, par exemple. Si je devais prendre les deux à l'état actuel, je pense que l'effectif de Utah, s'il joue le jeu jusqu'au bout, ils peuvent gagner. Mais après, je pense que on va avoir quelque chose où ils vont transférer les joueurs assez rapidement. Enfin, du moins, je pense qu'ils vont pas attendre la deadline. Je pense qu'en décembre, il y a pas mal de joueurs qui sont déjà partis et que ils vont se ramener avec les tank commanders. On aura beaucoup de THT avec 35 minutes, Nickel Alexander Walker avec 35 minutes pour pouvoir être sûr d'être en bas du classement, quoi. Donc je dirais Colin Sexton. Je dirais Colin Sexton qui aura le plus de tirs à la fin de la saison, qui aura le plus gros usage. Si j'ai posé cette question, c'est un peu pour réhabiliter Colin Sexton, je pense, qui a connu un été difficile. Et je pense avec sa blessure et l'avènement des Cavs, on oublie un peu. J'ai trouvé cette stat dans un article de CBS folle. C'est un des 16 joueurs dans l'histoire de la NBA qui a tourné à plus de 24 points, à plus de 57% de true shooting avant ses 23 ans. Les 15 autres ont tous été All-NBA dans leur carrière. Les 15 autres, c'est Jordan, KD, Luka. Donc, il avait quand même un niveau d'efficacité assez fort pour un joueur assez jeune. Donc, j'aimerais bien qu'on le réhabilite pour qu'on voit que, notamment sur sa capacité de pull-up, qui bizarrement a tendance à diminuer avec les années, ça reste un joueur qui peut être... globalement, ça serait la superstar des Spurs, en fait, si je dois le dire simplement cette année, Colin Sexton. Donc, j'aimerais bien qu'on réhabilite un peu ce joueur-là. Du coup, sur Utah, Ilias, Constant, qui veut démarrer? Allez, je vais lancer Constant. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport de 1 au joueur qui prendra le plus de tirs et de 2, où est-ce que tu vois cette équipe par rapport à cette prédiction? Moi, je pense que la question qui prendra le plus de tirs, quand on connaît le passif de Colin Sexton, elle va vite être répondue. Globalement, t'as un joueur qui aime beaucoup la balle, donc je pense que même avant la deadline, ce sera lui qui prendra le plus de tirs, et même d'assez loin globalement. Utah, c'est assez bizarre. Je pense que faudrait aller checker, mais ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu une équipe avec 2 rookies draftés cette année qu'ils n'ont pas draftés, parce qu'ils ont quand même récupéré Ochai Agbaji et Walker Kessler, qui n'étaient pas des rookies draftés du tout par Utah, et ça, faudrait checker parce que vraiment, ça doit être très rare dans l'histoire NBA. Après, au niveau des wins, en fait, je me pose la question de savoir quand est-ce que Utah va faire partir les vétérans qui restent, sachant que il y en a déjà une bonne partie qui sont partis avec Patrick Beverley, avec Bogdanovic, mais il reste encore le cas Mike Conley, par exemple. Qu'est-ce que tu fais du cas Mike Conley? Comment tu peux bouger ce contrat de Mike Conley? Moi, je me pose la question de savoir... Ouais, Colin Sexton peut prendre pas mal de tirs. Je pense que à ne pas sous-estimer Jared Butler, qui moi est un rookie qui est un prospect que j'aime beaucoup, qui a été rookie l'an dernier, qui a pas beaucoup joué. Moi, je pense qu'il peut être capable de faire une bonne petite saison, Jared Butler. Après, en termes de roster, ouais, je leur prédis un total de wins plus bas que ce que leur prédit ESPN.
parce que pour moi, ils vont sortir le tank pas à partir de mars. Ils vont le sortir à partir de janvier et qu'on va se retrouver avec des 5 où il va y avoir du Colin Sexton, du Nickel Alexander-Walker, du Paul Maro, du Agbaji et du Walker Kessler. Et pour moi, ouais, je serais vraiment surpris que au nouvel an, il reste encore un seul vétéran du côté de Utah. Je pense que au 1er janvier 2023, Jordan Clarkson et Mike Conley, c'est déjà parti. Ça m'étonne que personne n'ait cité l'homme qui, d'après un article de Tony Jones de The Athletic, veut être All-Star cette année, Malik Beasley, et annoncé je serai All-Star cette année. Donc personne l'a cité, ça m'étonne beaucoup. Ilias, pour terminer sur le Jazz, qu'est-ce que t'en penses de cette équipe? C'est vrai qu'on a l'impression qu'avec cette équipe-là, on n'a pas la version, on a la version 1.2, mais on attend la sortie numéro 2 du logiciel. Ouais, mais elle a une particularité quand même, cette équipe de Utah. C'est que même si on n'est pas dans le haut du panier, elle est composée de joueurs NBA. C'est pas le cas à San Antonio, globalement. C'est aussi simple que ça. Bah, écoute, pour moi, je regarde le roster et il y a Markkanen par-ci, il y a Sexton par-là. Je sais qu'on n'est pas dans une équipe composée de joueurs qui permettrait au Jazz d'accrocher quoi que ce soit, mais pour moi, c'est une équipe qui est capable de gagner des matchs. Pas forcément de manière régulière, mais qui pourrait ne pas forcément se retrouver confronté à des séries de 10 défaites, quoi. Après, évidemment, on sait aussi quel est leur projet. On verra un petit peu sur le fil de la saison quels seront un petit peu les points de passage et de validation dans leur projet qui pour l'instant semble assez flou. Mais ce qui est certain, en tout cas, c'est que les joueurs en présence te garantissent quand même une certaine cohérence dans ce qui sera voulu par leur coach. Donc moi, c'est pas non plus l'équipe que je pourrais classer aussi bas, et je les vois quand même remporter un certain nombre de matchs. Et concernant peut-être, excuse-moi Ben, vas-y. la partie liée au scoreur, c'est que en tout cas plus de tirs. Je pense que on gardera Clarkson dans la configuration actuelle. Et peut-être même que ces minutes seront un peu limitées dû au fait qu'il soit rendu disponible. Donc forcément, je rejoins Tom sur la question. Je pense que Sexton, qui sera certainement titulaire, va faire ce qu'il a toujours fait finalement et prendre un bon nombre de tirs. Je pense que ce serait plus Markkanen en fait qui pourrait lui contester cette place-là. Plus Markkanen qui pourrait lui contester ça. Markkanen est moins créateur, Tom, t'en conviendras. C'est-à-dire qu'il n'a pas la balle dans les mains. Et Sexton ne lui donnera pas si facilement. À noter, là où je suis aussi d'accord par rapport à l'effectif qui va changer, pour vous rejoindre, c'est que l'objectif, on est dans un process, on va reconstruire, et tu ne peux pas reconstruire, ou en tout cas pour le prochain jeune joueur qui sera drafté, tu peux pas avec Sexton, Beasley, Clarkson, Horton Tucker, Alexander Walker, tu peux pas avec tous ces profils-là, c'est pas possible d'entamer une reconstruction. Ok, et les gars, on va se quitter là-dessus. Donc c'était l'épisode des cancres, mais on a bien rigolé. Bon, je pense que les fans des Spurs ont pas apprécié certains passages, mais bon, s'ils sont un peu honnêtes, je pense qu'ils doivent avouer que c'est une saison qui risque d'être un peu compliquée parfois à regarder. Non, mais nous aussi, on est passé par là. Vous inquiétez pas, les fans des avec Spurs. le 23. Hein. On n'a même pas cité Zach Collins, c'est vrai, en plus. Zach Collins avec le 23, mon gars, ça doit être le pire 23 peut-être de l'histoire de l'NBA. Hein. Faudrait chercher. Il y en a eu des pas mal. Eh ben, je pensais pas terminer sur Zach Collins, on va terminer sur Zach Collins, du coup. On se retrouve, je vous l'ai dit, jusqu'au début de la saison, c'est un podcast tous les 2 jours sur YouTube, mais aussi sur vos plateformes préférées. On se retrouve dans 2 jours, donc, pour parler des équipes un petit peu plus au-dessus. Et puis, d'ici là, on vous invite à nous suivre sur ces plateformes d'écoute, sur Twitter, et puis également sur YouTube. Et puis, on vous souhaite une très bonne pré-saison. Alors, il y a différents types de politiques vis-à-vis de la pré-saison chez Dunk Hebdo. Je fais partie de ceux qui essayent de l'éviter le plus possible. Donc, on vous souhaite de bons matchs de pré-saison si vous les regardez. Salut!